Est-ce que j'ai le droit de faire mon imitation d'Arnold? Non, parce que je t'ai entendu tout à l'heure la faire, l'imitation d'Arnold, tu l'as fait pas très bien. Non, monsieur quoi, c'est tout mou. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors, on nous l'a demandé 2-3 fois quand même. Au tout début, on a lancé le podcast, voire même les vidéos. Et on s'est dit, une vidéo quand même, c'est pas possible, on va pas faire ça. Mais un podcast, clairement, pourquoi pas. Un podcast sur l'effaceur avec Arnold Schwarzenegger de Charles Russell. Attention, pas de Chuck Russell. C'est ce que j'avais noté. Voilà, je suis avec Mathieu Gallet. Salut Stéphane. Salut Mathieu. Et on va parler donc de ce film qui, normalement, est un film qu'on aurait dû avoir vu plusieurs fois de notre jeunesse, si tu veux. Oui. Et qui est pourtant un film qu'on a tous les deux revu pour les besoins de ce podcast. Ouais. Pour la première fois depuis 25 ans. Alors moi je l'avais revu un peu de ma prime. Le film est sorti quand j'avais 14 ans, voilà, j'affiche mon âge. Et moi je l'avais revu parce que je me souviens que j'avais la VHS. En 1996. Voilà, le film est sorti l'été 96 chez nous et j'avais la VHS. Et donc à l'époque ça sortait quand même genre 6 mois, 1 an après les VHS. Donc j'ai dû le revoir à ce moment-là, peut-être 1 ou 2 fois. Mais c'est vrai que c'est un film que j'avais pas vu facilement depuis le début des années 2000 au moins. Donc depuis 20 ans. Voilà. Et c'est malgré tout un des dernier vrai gros succès de Arnold Schwarzenegger sur son nom. C'est ça. C'est-à-dire à l'époque où il enchaînait les cartons avec alors il y a Last Action Hero mis à part, il y a quand même en fait les films comme Terminator 2, comme True Lies, il y a eu aussi Total Recall, voilà, et surtout il tournait avec des réalisateurs quand même installés et des vraies pointures quoi. Ben oui, là Charles Russell, les mecs qui ont fait sa légende quoi. Voilà, c'est ça. Et alors là Chuck Russell, hein, moi je vais l'appeler Chuck, hein, même s'il a envie de s'appeler Charles parce que c'était son film de prestige à l'époque quoi. C'est quand même largement une pointure en dessous quoi. Oui, bah c'est un mec qui venait de la série B quoi. C'est un mec qui venait de la série B, mais ça pourquoi pas, tu vois, je veux dire, moi j'aime beaucoup le Blob, hein, c'était très sympathique. Super, même Freddy 3, hein, c'est sympa. Voilà. C'est le meilleur de la série. Moi j'aime pas trop les Freddy, donc j'ai du mal à... Voilà. C'est considéré comme le meilleur de la série. C'est le meilleur, c'est clair. Par contre... Avec le premier. Par contre, c'est pas un podcast sur Freddy. Non, c'est vrai. Ça, c'est Julien. Julien va t'en vouloir en plus si on se parle là-dessus. C'est surtout que Chuck Russell, en fait, il venait de la série B, mais c'est surtout un carton qui lui a permis en fait, de se retrouver sur les grosses, en tant que A-lister en fait, sur la liste des studios. Puisque 2 ans avant, il fait The Mask. The Mask avec Jim Carrey, quoi. Et du coup, comme ça a été un énorme carton, les mecs ont commencé à lui proposer des blockbusters et il s'est engouffré pour une fois, en fait, en vrai. Oui, ça a été le seul. Derrière, on va dire que son film le plus high profile, c'était Le Roi Scorpion, et encore, même ça, on est déjà plus dans la même catégorie de budget, quoi. Plus la même catégorie de budget, mais c'était quand même censé être un film d'action un film d'aventure fantastique et tout, mais qui était un gros projet pour le studio, quoi. Moi, je pensais plus à L'élu, si tu veux, avec. Tu viens de me rappeler que ça existe. L'élu avec Kim Basinger et Blaze the Child. Voilà, Blaze the Child, c'est ça, un film horrifique qui se voulait dans la lignée de L'Exorciste et tout ça, etc. Qui était un navet total, quoi. Enfin bref. Alors. Déjà, tu pitches. Voilà. Donc, dans l'effaceur, notre ami Arnold joue donc John Kruger, un nom qui lui va comme un gant. Et John Kruger donc, est employé par le service de l'US Marshal. C'est un US Marshal qui travaille spécifiquement à la protection de témoins. Et qui est donc en fait surnommé l'effaceur, puisque sa spécialité, c'est donc pour protéger les témoins de complètement effacer leur identité et de leur recréer une nouvelle vie. Et en l'occurrence, sa mission dans le film, c'est de protéger l'employé d'une grande boîte, d'une boîte qui fait des contrats pour de l'armement, en fait, pour le gouvernement, le ministère de la Défense américaine, pardon, qui en fait a repéré une possible tentative de vente d'armes frauduleuses d'une nouvelle arme qui est développée par sa société, qui va donc voir le FBI avec ça, qui est chargé de récupérer les plans de l'arme, et ça foire, elle réussit à sortir le truc, mais du coup elle est censée donc disparaître. Arnold lui recrée une nouvelle identité, mais derrière Arnold est trahi en fait par tu spoil tout. Ouais, je spoil tout. En même temps c'est au bout de 40 minutes. Oui, c'est au bout de 40 minutes, hein, donc c'est vraiment, le film commence vraiment à ce moment-là, quoi. Et donc en fait il est trahi par son supérieur et mentor joué par James Caan, qui fait travail pour ce truc et qui donc veut la faire sortir pour la descendre et éliminer toutes les preuves compromettantes.
Et va donc s'engager une course-poursuite avec Arnold qui doit la protéger. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça. Faire son boulot, quoi. Voilà. Le truc, en fait, c'est comme on l'a dit, c'est peut-être donc le premier. Bon, évidemment, il a fait dans les années 80, Arnold, quelques films avec des réalisateurs, on va dire, moins prestigieux, hein, largement que McTiernan ou Verhoeven ou Cameron. Mais en fait, c'était des films aussi où il démarrait, c'est-à-dire, en fait, il accusait il grimpait dans son statut de star. C'est quoi. ça. Et même quand il avait, on va dire, quand il avait un produit, enfin un film, pas un produit, un film, mais un peu moins blockbuster, on va dire, il arrivait quand même à bosser avec un mec comme Walter Hill, quoi. Bah, il y a Walter Hill sur le double détente, mais moi je pensais plus à des Johnny Irving ou des Paul Michael Glaser sur Running Man ou des trucs comme ça qui Mark sont Lester, pas. Ouais, Mark Lester sur Commando, mais ça c'est encore à part. Commando, c'est le film d'Arnold des années 80, quelque part plus que même Terminator, parce que c'est tellement taillé autour de lui que tu enlèves Arnold, il ressemblait à rien le film, quoi. Et alors que c'est pas tellement le cas justement du contrat, voire de Running Man. Running Man, en gros, même si c'est un peu couillon, ça aurait pu être un film sympathique si tu veux, mais Arnold, il l'a Arnoldisé, on va dire, si tu veux. Mais là, en fait, si tu veux, c'est la première fois entre, on va dire, à peu près 88, 89 et donc 96, la sortie de l'Effaceur, où il doit revenir. Si on accepte les comédies. Voilà, oui, bon, ça, je les compte même pas. En vrai, tu vois, le passage d'Arnold à la comédie, c'est une catastrophe pour moi. Mais vraiment, je sais qu'il y a des fans, hein, mais je crois que je préfère encore les comédies de Stallone. Hein. Donc voilà. J'aime bien, tu ne te prononces pas. Tu vois. Non, moi j'aime aucun des deux. Enfin, moi, à l'époque, même à l'époque où on n'est pas regardant, quand t'as 13 ans, j'étais allé voir Junior en salle et j'avais souffert le martyr. C'est un enfer. Et donc, en fait. Jumeau et African Matala, ça mais pourtant, pour le coup, c'était avec un vrai réel de comédie. Oui, c'était Ivan Reitman. Voilà. Ça faisait sens, en fait, comme il avait fait SOS Fantôme et tout ça. Mais le truc, en fait, avec Les Passeurs, c'est surtout qu'il se retrouve pour la première fois à vraiment choisir le réalisateur plus que l'inverse, on va dire. Ou en tout cas, que ce soit une collaboration en bonne entente. Donc, le réalisateur et son employé. Oui. Et d'ailleurs, en fait, c'est lui qui a choisi, par exemple, le chef-op. Oui, et voilà, il est allé chercher Adam Greenberg, qui était le chef-op de Terminator 2. Voilà, et avec qui il a retravaillé derrière, puisqu'il était aussi sur The Sixth Day. D'accord. Ouais. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que si tu suis cette logique-là, ce qui semble assez évident, du coup, quand tu regardes un film comme L'Effaceur, c'est que tout a été fait pour tailler le film autour de la personnalité d'Arnold Schwarzenegger. Voilà. Complètement. L'un des scénaristes du film, c'est Waylon Green. Alors moi, j'avais pu l'interviewer il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il m'expliquait que oui, tout a été travaillé en fait autour dans l'Effaceur pour faire déjà un film d'espionnage à la base assez classique, en fait, finalement, assez, comme il disait. L'expression parlera peut-être pas à nos auditeurs, mais cloak and dagger, en fait, si tu veux, c'est-à-dire vraiment, en fait, de manière, en fait, si tu veux, c'est vraiment un style de film d'espionnage des années 40-50, voilà, remis au goût du jour. Mais avec au milieu cette espèce de grosse masse en fait, le chêne autrichien qui rentre quasiment dans chaque scène avec un cigare au bec et qui en fait c'est ce que t'attends de lui, quoi. C'est-à-dire Arnold, c'est le cigare au bec, les gros flingues dans la main et vas-y que je te fais tout péter au lieu de discuter, quoi. Donc c'est normal, tu vois, on attend ça de lui, mais c'est vrai que là du coup on se retrouve avec un film qui est un peu mi-figue mi-raisin, pour prendre l'expression d'Yannick, préférée d'Yannick, quoi, parce que en gros tu vois bien encore une fois que ça a été tu vois bien qu'en fait Arnold rentre dedans au forceps, quoi. Au forceps, quoi, c'est ça, c'est-à-dire c'est la chaussure c'est du 42, il arrive avec 48, il arrive avec 55. Voilà, c'est ça, et puis bam, tu vois, il se met dedans, et en fait, c'est comme ça que ça marche, quoi. Du coup, tu te retrouves avec des scènes. Alors, bon, déjà, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce film-là. Alors, c'est pas souvent, mais en fait, Arnold, c'est quand même un mec, tu le vois à l'écran, il a déjà pas à marcher devant la caméra, tu vois. En fait, honnête, hein, il a du mal à marcher. Enfin, tu vois qu'il est quand même, il est hyper raide. Ouais. Il sait pas quoi faire de son corps, en fait, des fois. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a du mal à courir, mais c'est normal, en fait, vu la masse du mec, quoi. Et là, d'un seul coup, il fait des trucs de ninja dans le film. Il fait un kick à un moment donné. Après, il évite des trucs et tout. Tu te dis, mais ça va pas, les gars. Tout le début du film, c'est quand en fait on le voit en train d'aller sauver un de ses témoins, justement, qui s'est un peu grillé, qui est joué par Robert Pastorelli, du coup, dont on avait parlé dans l'épisode de Piège dans le trouble. Et tout le truc, c'est genre, effectivement, il est censé arriver discrètement dans la maison et il élimine les mecs furtivement, genre c'est Solid Snake, quoi, tu vois, sauf qu'évidemment ça marche pas du tout, quoi. C'est Arnold, quoi. Donc, tu dis, c'est pas possible d'un mec comme ça, il fait 2 mètres, c'est pas discret, quoi, tu vois. C'est pas discret, puis surtout Arnold en costume un peu de ninja, j'ai envie de dire, si tu veux. En fait, pour moi, c'est comme Bart Simpson, c'est-à-dire tu le grilles en fait à 300 km, t'as le moment où ils sont la scène d'action dans la cabane en forêt, là, et tout, où t'as un mec qui rentre dans
une pièce et il voit pas Arnold et en fait il se retourne et là Arnold genre est accroché au plafond, il lui met un kick, il le fait passer par la fenêtre quoi. Mais comment tu remarques pas un mec de 2 mètres qui est accroché au plafond? Mais alors le truc si tu veux c'est que donc t'as ce truc où Arnold est comme ça et du coup en fait ce que m'expliquait Wallon Green c'est qu'il a fallu adapter et par exemple le flingue tu vois le fameux arme donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait voilà le MacGuffin du film, voilà. c'est que la boîte d'armement développe un pistolet, un flingue, un railgun quoi. C'est un truc électromagnétique. Voilà, c'est ça qui en fait, comme il te l'explique, à la base, en fait, c'est tellement énorme que ça peut aller que sur un porte-avions. Voilà, et là, les mecs le miniaturisent. Voilà, alors réussi à miniaturiser, mais il soit portable et donc ça tire des balles traçantes, des projectiles qui envoient valdinguer les mecs dans le décor. Alors, on dirait un peu quand même le flingue de Nintendo de la Super NES, là, tu sais, enfin les trucs. Les light gun. Ouais, voilà, t'es les light gun de la PS4 ou des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment un peu, c'est pas très réaliste, on va dire, tu vois. Et par contre, dans le film. Alors là, on est quand même dans les années 90, c'est-à-dire que en fait, on est après tous les gros, cartons de Speed et des trucs comme ça, etc. Et ça restait des films classés R, parce que le vrai basculement des studios vers le PG-13 va arriver. Plus tard. Mais pas si tardivement, c'est-à-dire vraiment à la fin des années 90, je pense en 98-99. Et du coup, Arnold qui a l'habitude de faire des films R, en fait, si tu veux, là, c'en est un aussi, mais tu sens que on est quand même très light sur la violence. C'est assez tempéré par rapport à ce qu'il a. C'est sûr que tu prends par rapport à Total Recall, on est vraiment quand même 15 crans en dessous, même s'il y a encore effectivement 2-3 moments un peu goraces, notamment, je pense qu'on y reviendra sur la scène des crocodiles. Oui, mais alors voilà, donc le truc, c'est que comment on taille un film pour Arnold, parce que c'est une chose de lui mettre des gros flingues que tu voyais sur l'affiche française d'ailleurs étrangement, parce que sur l'affiche américaine t'as l'impression qu'ils partent en vacances avec Vanessa Williams. Elle est bizarre cette affiche. Mais non, enfin si, ça ressemble à une affiche de thriller des années 90 en fait quoi. Oui, mais c'est limite. Tu penses à quoi? Je sais pas, c'est une composition qui me fait penser limite sur Internet. Non, mais même ça, c'est une composition en façon genre un peu l'affaire Pélican quoi, tu vois. Oui, alors oui, tu vois les deux personnages, sauf que l'affaire Pélican, il se passe rien dans le film, ils sont en train de regarder des écrans d'ordinateur, tu vois. Mais justement, t'as des scènes comme ça, c'est-à-dire que moi ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est que t'as complètement des scènes typiques de ces thrillers des années 90 où on commençait où grave des CD. Mais c'est ça, ça où c'est genre attention, c'est du suspense parce qu'il faut qu'elle grave des CD, il faut récupérer des données sensibles sur l'ordinateur en 5 minutes avant de se faire griller et attention, il y a un autre mec, il y a un autre nerd en blouse de laboratoire avec des lunettes et un catogan qui nous traque en éliminant les différents postes d'où on pourrait partir et ça c'est totalement des trucs de cyber thriller des années 90 sauf qu'avec en milieu ouais, ça c'est pas vraiment les passages les plus palpitants du film, intéressant effectivement, mais sauf que derrière évidemment ils font péter tout, donc vraiment tu dis bon, au moins t'as cette promesse là quoi, t'avais pas ça dans Track sur Internet. Ils font tout péter, mais alors ils font tout péter mollement en toute honnêteté, c'est un peu le parce que en fait en gros t'as bon, citons les grosses scènes d'action, à part la petite scène d'ouverture qui est censée être un truc de thriller. C'est régulier quand même, le film balance régulièrement c'est Arnold, scène d'action. C'est en gros toutes les 20 minutes, chaque fin de bobine, il faut que tu aies le moment où on fait tout péter. Mais t'as le moment où il va sauver Vanessa Williams dans sa baraque, qui est donc la première fois où on voit le flingue en action. Il y a la scène dans la cabane où ils sont censés aller récupérer un témoin, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait James Caan est un traître, puisque lui il y va pour l'éliminer, parce que l'idée c'est de faire sortir le Vanessa Williams de sa cachette, et puis t'as la scène centrale du film qui est la scène de l'avion quoi. Voilà. La scène de l'avion où en fait qui avait été c'était le truc sur lequel moi je me souviens que même à l'époque où on n'avait pas internet et tout ça, où il fallait qu'on lise les magazines pour la presse cinéma papier pour pouvoir s'informer sur les films à l'avance, dans les papiers qui évoquaient la sortie à venir de l'effaceur, je pense notamment dans Impact ou des trucs comme ça, vos premières, tous ces trucs là, tu avais mis en avant dans ce film la grosse set piece du film, c'est Arnold qui saute en plein vol d'un avion sans parachute et qui rattrape le parachute en plein vol. Voilà, sauf que en fait quand tu racontes ça c'est une chose, tu vois. Quand tu vois le truc c'est autre chose. Mais attends, c'est surtout qu'en fait il y a un autre truc qui est encore plus débile. C'est-à-dire que pour moi, enfin, c'est là où tu vois que les mecs qui réfléchissent ces scènes d'action et ils se disent bon, comment. Je me rappelle de cette scène d'action que j'ai vue où ils étaient sur la route et en fait à un moment donné la bagnole elle fait demi-tour et en fait elle revient vers lui et lui il tire dessus. Mais là ils font la même chose avec l'avion, ce qui est déjà littéralement improbable, tu vois. Donc t'as Arnold qui est là en train de se retourner, il voit l'avion qui fait demi-tour, enfin quand même un avion. Oui, c'est un avion de ligne, un jet quoi. C'est un gros jet. C'est un jet privé, mais enfin c'est un gros truc, c'est pas un petit biplan. Il fait un demi-tour si tu veux pour comment dire pour lui foncer dessus. Pour lui foncer dessus, Arnold qui lui tire dessus avec son pistolet, enfin son Desert Eagle certes, mais quand même, tu vois.
D'ailleurs, c'est un truc qui m'a fait marrer, c'est que je revois le film, je dis, en fait, c'est toujours lui qui a le plus gros flingue, qui fait le plus de bruit, en fait. Bah, c'est Arnold. Ouais, Tu vois, mais encore une fois, tu peux pas. Non, c'est ça. Tu peux pour pas le lui coup, mettre un c'était Walter PPK. Non, mais même pas, c'était clair, exactement ce que m'avait dit Wallon Green. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa réflexion pour lui mettre les 2 railguns à la fin, en fait, dans la scène finale, Arnold, tu peux pas lui mettre un petit flingue, c'est pas possible. En fait, tu il peux est pas lui mettre le tellement flingue de James plus Bond. grand que nature que voilà, en fait, ça serait pas cohérent. Et là-dessus, pour le coup, il a raison. D'où le minigun aussi dans Terminator 2, quoi. C'est le minigun, le gros lance-grenade. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est une habitude aussi. Donc en fait, quand t'es un consommateur, on va dire, des films d'Arnold, bah, tu t'attends à ça, quoi. Tu vois, c'est même problématique qu'ils le fassent pas dans les films suivants quelque part. Mais le Desert Eagle, bon, c'est la Station Hero, quoi. Le truc, en fait, c'est que il y a ça, mais il y a aussi donc du coup, il rattrape le parachute en plein vol, mais enfin bon, il l'ouvre à 2 mètres du sol, si tu veux, quoi, pour atterrir sur le dos et voiture, tranquille, alors qu'en fait, dans une casse. Non, c'est parce qu'en fait, il a tu vas m'expliquer que c'est réaliste. Ah non, je t'explique pas que c'est réaliste, mais c'est juste que c'est le 2e parachute qui l'ouvre le. Peu importe. C'est pas réaliste non plus, hein, mais. Ouais. C'est juste que Arnold, il a un bon dos, c'est tout, quoi. Voilà. Il a un dos en acier, quoi. En fait, ce que les mecs nous expliquent, c'est que c'est le Terminator, en vrai. C'est ça. Non, mais voilà, c'est n'importe quoi. Et ce qui est, moi, je trouve le plus étonnant, encore une fois, on en avait vaguement parlé dans le podcast sur Piège dans le trouble, mais 3 ans après la Station Hero, quoi, tu vois, en fait, c'est comme s'il avait limite appris la leçon, quoi, quelque part, si tu veux, quoi. Ce qui fait que c'est là où tu te dis que, du coup, un film comme la Station Hero émane vraiment, je pense, de la volonté de McTiernan, en fait, d'aller vraiment dans le sens de brocarder ces choses-là. Et Arnold, il voyait plus ça comme un truc sympa et un gimmick. Oui, voilà, c'était un peu parodique, mais il voyait pas vraiment ça comme un vrai truc. Ça allait pas plus loin qu'un zaz pour lui, je pense, dans son esprit. Ça, ouais. Alors que chez McTiernan, c'est devenu un vrai film cinéphile, on va dire, avec des questionnements sur la mise en scène. Il y a ça, et puis alors le problème en fait, c'est que bon, la scène en soi, déjà, elle est blindée de transparence dégueulasse aussi. Ça, ça c'est un peu le problème de tous les FX du film et les transparences, parce que même la scène, moi j'ai été frappé en voyant ça, c'est que même la scène au début, tu sais, quand Vanessa Williams va dans le bureau, va voir James Cromwell, qui est son supérieur direct et qui se termine par le suicide de Cromwell, derrière, en fond, il est derrière, il a un bureau qui donne sur une espèce de baie vitrée, qui donne sur un fond montagneux. La transparence est abominable, quoi. Et puis la rétroprojection est visible comme une grosse colonnée au milieu de la figure. Et c'est surtout ça te sort complètement de la scène, quoi. C'est un film aussi qui a été fait très très vite. Ça, il faut le préciser. Et dont le budget a gonflé en cours de production. Je crois qu'ils ont commencé avec une enveloppe de 70 millions et ça a gonflé jusqu'à 100 millions en cours de prod. Il faut savoir un truc, c'est que c'était un peu la façon dont Warner fonctionnait. Oui, je crois que le film a été terminé en mars 96 et ils l'ont sorti en juin. Donc non, on va en parler un petit peu, mais ça va même encore plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des projections tests. Et par exemple, la toute fin, c'est quelque chose qui a été reshooté en fait. Oui. C'est-à-dire en gros, et tu t'entends parce que tu as un score assez sympathique, même si finalement anecdotique, tu vois, de Alan Silvestri, c'est pas son meilleur travail, on va dire. Il y a un thème sympa, mais c'est efficace. Et dans la toute scène finale, et c'est inscrit dans le générique, en fait, à la base, ils avaient tourné une scène. Donc la scène finale, tu parles du moment où ils coincent. Ils avaient tourné une scène de romance, c'est-à-dire à la base, tu vois, qui a été rejetée par le public, le public test, quoi. Du coup, ils ont re-shooté la fin, et notamment, alors je ne sais pas exactement comment le personnage de James Caan se faisait finalement avoir. Et je crois, comment il s'appelle cet acteur, Ray Romano, c'est ça Anthony Romano, je crois. Anthony Romano, le sosie de Thierry Frémaux, quoi. Oui, c'est le mec qui fait le général dans les Réveiller le président. Dans Under Siege. Voilà, c'est ça, Réveiller le président. J'ai revu les deux Under Siege que j'ai reconnus. Voilà, et comment il les coince, on sait pas trop, quoi. Et je sais pas comment c'était prévu. Ouais. Là, bon, voilà, il les fait passer sur un train, quoi. Et donc, en fait, ça se termine sur une punchline d'Arnold qui dit ils ont pris le train. Voilà. Et je me suis dit, putain, mais elle est bizarre la zik. En revoyant le film, je me suis dit, elle est bizarre la zik. C'est d'un seul coup, en fait, on se retrouve avec on dirait un truc de série télé, tu vois, des années 80. C'est pourri avec des riffs de guitare. Ouais. Et dans le générique de fin, tu vois qu'en fait, cette zik-là est créditée à Trevor Rabin, ouais. Qui est juste un style complètement, mais aux antipodes. C'est l'extrême opposé de... Non, et puis t'as une balade dans le générique de fin, chantée par Vanessa Williams, quoi. Voilà, mais oui, bon, ça après, je pense que c'était un peu prévu, parce que c'est une chanteuse. Oui, une chanteuse. Mais le truc avec ce morceau-là, c'est que tu sens qu'en fait il a été rajouté à la dernière minute parce que ça se voit en fait que c'est cramé, quoi, tu vois, que c'est vraiment, ils se sont dit bon, comment terminer le film. C'était un gros questionnement à l'époque, hein, dans les studios aussi, si tu veux, de laisser le film sur une note qui convainque le public, quoi, pour pas que les gens sortent avec l'impression d'avoir vu un film de merde, même s'ils ont apprécié, on va dire, 90% du truc, quoi. C'était un gros problème. DR3 à l'époque, en fait, la fin a été re-shootée pareil.
à la dernière minute, quoi. C'est-à-dire un mois et demi avant la sortie du film, quoi. Alors, tu as évoqué aussi cette scène avec les crocodiles. Les quoi, crocodiles. en images de synthèse. Hein. Enfin, pas tous. C'est un parce mélange. qu'il Il y a un mélange hein. d'animatronique pour les gros plans et d'images de synthèse pour les trucs où tu es censé voir le crocodile un peu en entier qui attrape un mec et qui le secoue dans la gueule et tout ça. Et bah oui, on est sur l'image de synthèse de 96 avec ni le budget ni... Alors, enfin, oui. C'est pas vrai. Tu vois, justement, foutu, c'est là où je trouve que c'est. Tu vois, de mémoire, hein, même sur des films que j'aime pas, comme Jumanji, les effets spéciaux étaient très très propres. Revois Jumanji. Hein. Bah, peut-être, mais en tout cas, à l'époque, je l'ai revu il y a un an ou deux là. Je ne reverrai pas Jumanji. J'ai un enfant, raison, mais... oui, certes. Mais moi, le truc avec Jumanji, c'est que de mémoire, à l'époque, c'était bien fait. Oui. Au moins l'éléphant, par exemple, qui défonce le truc et tout ça. C'était les singes qui étaient compliqués dans voilà, le film. mais là, c'est grillé. Là, il y a pas un effet en CGI qui fonctionne dans le film, quoi. Et les crocodiles, c'est notamment particulièrement dégueulasse, quoi. C'est particulièrement dégueulasse. Et c'est d'autant plus, ça l'est d'autant plus qu'effectivement, tu as ce contraste entre les plans rapprochés d'animatronique qui fonctionnent très bien, et puis les plans larges où c'est grillé à 100 km, quoi. Notamment quand il le descend avec la punchline. Ouais, t'en as 4, quoi. Your luggage, quoi. Sauf que ces 4 là, sac à main en français. Ouais, sac à main. Ces 4 plans là, en fait, si tu veux, ils tuent la scène pour moi. Tu vois, et pour le coup, c'était vraiment déjà à l'époque, c'était pas propre en fait. C'est déjà à l'époque, tu sentais que c'était bazardé. Mais tu revois le film parce que le film a pas vraiment été remasterisé en Blu-ray ou je sais pas quoi. Copie, et tu vois en fait que les scans, par exemple, si tu veux de la péloche en fait sur certains trucs, c'est fallait même dans la scène de l'avion, il y a des trucs limites. Hein. Oui, mais de toute façon, enfin voilà, tout le film est un peu. Et je pense qu'il est pâti de ce truc-là. Ça a été un succès. À l'époque où c'est sorti. C'était le 10e plus gros succès de l'année 96. Le 10e. Ouais. Mais je veux dire, c'était dans le top 10, quoi. Ouais. C'était dans le top 10 et puis t'as une année où t'avais quand même des trucs comme Mission Impossible, des trucs comme ça, quoi, tu vois, qui ont été des gros succès. Independence Day, voilà, je crois que ça a été le plus gros succès de l'année. Il me semble. Donc le truc, c'est que 10e pour Arnold, c'est quand même pas beaucoup, tu vois. Non, mais c'est marrant de constater qu'effectivement, c'est un film qui est peut-être un peu oublié maintenant de sa carrière, alors que ça avait été un succès à l'époque. Moi, je pense que ça a été un succès par défaut, c'est-à-dire qu'en gros, c'était un Arnold cartonnait à cette époque-là, hormis Last Action Hero qui a vraiment été défoncé par la presse. Hein, même les comédies, elles marchaient. Junior, ça avait marché parce que Junior, non. Non, Junior, là. Non, c'est en fait ni Junior ni la course aux jouets derrière, mais en vrai, c'était disons que le premier coup d'épée dans la carrière immaculée d'Arnold, en fait, c'était Last Action Hero, mais True Lies a confirmé que il était toujours populaire, quoi. C'est vraiment en fait derrière avec l'effaceur, où même si le film a été effectivement un succès, je pense que c'était dans la lignée, on se disait bon, c'est un produit d'Arnold, et d'ailleurs encore une fois, en fait, ça se sent que tout a été fait pour que ça soit ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois la scène finale avec les 2 flingues. Le problème de cette scène, c'est que finalement, ils les utilisent. Ça dure 5 minutes. Ouais. Moi, j'avais le souvenir, parce que c'est vraiment le moment où là, tu te dis que le film va se lâcher un peu et va tout faire péter, et ça dure 5 minutes, quoi. Il fait péter. Alors, il envoie valdinguer 3 mecs avec. Il fait péter un ou 2 camions. Voilà, mais c'est le très court au final. C'est par rapport au souvenir que j'en avais, j'ai été frappé en me disant mais c'est super court, quoi. Alors oui, ça pète. Mais le problème en fait, c'est que c'est surtout quand tu compares, on va dire, par rapport aux autres set pieces des autres films d'Arnold. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu compares à Terminator 2, True Lies, le final de True Lies, c'est une, enfin, je veux dire, le final de True Lies, c'est une orgie d'action, ou même, c'est-à-dire que même en dehors de, même si tu prends, sans parler que de la scène de l'avion, mais t'as quand même la scène de poursuite sur le pont avant, quoi, qui est spectaculaire et tout. Oui. Et derrière, t'enchaînes sur le truc de l'avion, quoi. Et là, c'est en plus, bon, on est vraiment en plus dans le truc typique des années 90, ça se termine sur des docks, quoi. Sauf que c'est assez peu imaginatif. Et l'autre problème, moi, je trouve, de cette séquence-là en soi, ce qui est peut-être moins le cas dans la scène de l'avion parce qu'ils ont au moins essayé d'avoir un money shot ou un truc comme ça, c'est que là, t'en as pas. Non, c'est-à-dire, en fait, t'as vaguement le moment où il tire sur la camionnette qui lui arrive dessus, et ça lui passe au-dessus de la tête, quoi. Oui, mais bon, alors déjà, en gros, tu l'as vu dans 353 Call of Duty. Déjà, ce truc, si tu veux. Ouais, donc, maintenant, ça impressionne. À l'époque, ça pouvait. Mais même, moi, je me rappelle que c'était pas particulièrement impressionnant. Et c'est, je pense, là, vraiment la grosse perte, en fait, de quelqu'un comme. Quand tu mets un Chuck Russell à la place des autres, faut savoir que d'ailleurs des réalisateurs compétents, hein, ça c'est d'ailleurs apparemment, alors ça s'est pas très bien passé sur le plateau, mais pas entre Arnold et Chuck Russell, entre Chuck Russell et le producteur Arnold Coppelson, qui était produit Fugitif, entre autres, des trucs comme ça, et ils se sont pas du tout entendus, et en gros Schwarzenegger devait faire l'intermédiaire entre les deux, parce que lui il avait un bon rapport autant avec Russell qu'avec Coppelson, mais du coup il devait faire l'intermédiaire. Il a un bon rapport avec tout le monde, personne, non c'est pas ça, personne le fait chier. Hein, c'est ça. Pour l'avoir interviewé, moi je peux te dire que t'as intérêt à filer droit, hein, tu vois, donc c'est non Arnold et puis il est super. On l'a bien vu encore récemment avec
son message YouTube, l'attention du pays, où il a sorti l'épée de Conan pour leur dire bon, maintenant vous arrêtez de déconner. Ouais, mais ça c'est pareil. Enfin, t'as envie de dire pourquoi il fait ça. Enfin bon, après tu me diras, lui là, il a été pour le coup homme politique, mais tu vois, on a tendance à l'oublier, n'est-ce pas? C'était dans une autre décennie, C'était il y a longtemps. Voilà, mais c'est vrai que c'était il y a 10 ans maintenant. Ouais, 10 ans, mais le problème, si tu veux, c'est que donc en fait, je pense que tu te retrouves avec encore une fois là pour le coup. Malgré tout, en fait, si on enlève la personnalité d'Arnold, un film assez générique. Bah, complètement. Impersonnel, même, j'ai presque envie de dire, de la part du scénariste de La Horde Sauvage, quoi. Et puis aussi, pas que de lui, parce que alors, Waylon Green est créé au générique, mais de ma recherche, j'ai vu qu'il y a eu des noms un peu prestigieux qui ont fait des réécritures, en fait. Non crédités, évidemment, mais tu as apparemment Darabont et William Wisher, qui était le scénariste de Terminator 2 et du 13e Guerrier, qui sont aussi intervenus en cours de production pour polish un peu le script, quoi. Effectivement, oui, c'est très générique, quoi. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a un truc dont il faudrait quand même parler, un aspect du film qui, rétrospectivement, est intéressant à discuter, c'est qu'en fait, c'est le dernier pur actionneur de Schwarzenegger, en fait, quoi. Oui, alors c'est discutable, en fait, on va dire, parce que... Dans mon interprétation, ce que j'entends par là, c'est que, en fait, c'est le dernier film, pour moi, où c'est vraiment un pur actionneur dans le cadre qu'on donne aux films d'action. C'est-à-dire que derrière, il va faire quoi? Il va faire des films comme... déjà, il va aller jouer les méchants dans Batman et Robin. Il va faire des films qui sont plutôt teintés d'autres genres. C'est-à-dire quand il fait La fin des temps, il y a du fantastique. Il fait À l'aube du 6e jour, c'est de la SF. Éventuellement, donc effectivement, on peut considérer que Collateral Damage est un actionneur, mais c'est des actionneurs où aussi il essaie de se donner une autre image, en fait. C'est-à-dire que tu prends l'effaceur, c'est un peu le dernier représentant de la lignée où, en gros, il joue Arnold, quoi. C'est-à-dire qu'il joue un personnage qui est complètement abstrait, qui n'existe que par son boulot, par la fonction qu'il a dans le film, que par son... C'est-à-dire, tu vois, le personnage de John Kruger, c'est un nom hyper générique. Le personnage, il a aucune existence en dehors. Limite, tu te dis, c'est limite, il s'est effacé lui-même avant, quoi. Tu vois, tellement il a pas de passé, t'apprends rien sur lui et tout ça. Derrière, quand il fait L'aube du 6e jour ou Dommage collatéral, on essaye de le poser comme un personnage qui a une vie de famille et tout ça. Alors, on en avait parlé avant, il faut dire, effectivement, True Lies, c'est un film où il a une famille, mais le film joue justement sur ce décalage, sur le décalage du fait que c'est un personnage qui est censé être un type de père de famille lambda, mais qui est en fait un agent secret parce que c'est pas possible d'imaginer un mec comme Schwarzenegger dans l'image qui se donnait dans les films en père de famille. Et derrière, il a essayé de faire ça justement, c'est-à-dire que Dommage collatéral ou voilà, L'aube du 6e jour, on le présente comme un type, et surtout un type normal. C'est des films où il commence, alors dans Dommage collatéral, il est pompier, donc ok, il voit de l'action, mais c'est des films où il n'est pas présenté initialement comme flic, dans comment ça s'appelle, La fin des temps, hein. Oui, mais tu vois, là aussi, c'est un truc où il a le trauma d'avoir perdu sa femme et son gosse, quoi. Ouais, enfin, son trauma dans La fin des temps, c'est la chef, c'est pas la chef, c'est les compères. Là, ça marche pas. Je veux dire, je suis d'accord. Tu vas me dire que ça marche pas, et ça marche dans aucun des films. Je te dis, moi, j'ai rattrapé The Sixth Day et Collateral Damage là, parce que je les avais jamais vus. Ça ne marche pas. Mais tu vois que c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des personnages qui sont littéralement des pages blanches comme peut être l'effaceur, quoi. Ce que je veux dire, en fait, c'est que par rapport à ça, ce qui s'est passé après l'effaceur et notamment après Batman et Robin, c'est que Arnold a fait une opération du cœur. Ouais. Donc, je pense qu'il s'est calmé parce qu'il est arrivé à 50 balais aussi, si tu veux, et que en gros, il pouvait plus faire ce qu'il faisait avec. Mais pour moi. Avec Terminator 2, avec tout ça. Mais j'ai envie de dire, je pense que le souci global aussi là-dedans, c'est que il a perdu le mojo. C'est-à-dire qu'en fait, Arnold, il y a une raison pour laquelle il est devenu gouverneur 3 ans après, L'aube du 6e jour et ce genre de choses. C'est que, en gros, il avait fait le tour de ce qu'il pouvait faire dans sa carrière. Les films étaient, Hollywood était encore déjà en train de changer, si tu veux. On n'était plus du tout dans ce genre de trucs. Ces films marchaient moins aussi. Que ce soit L'aube du 6e jour, Dommage collatéral, c'est pas des succès, quoi. Non. C'est des très bons produits vidéo, je pense. C'est des trucs qui cartonnent, en fait, à mon avis, en DVD et tout ça à l'époque, quoi. Mais on n'est plus, en fait, dans. Oui, et puis surtout, en fait, c'est pas des films populaires. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que personne. Plus personne n'en parle. Hein. Voilà. Enfin, je pense que personne délire sur L'aube du 6e jour. Alors, on va peut-être avoir des commentaires qui vont nous dire l'inverse, mais les gars, quand même, c'est chaud, L'aube du 6e jour. Et puis, c'est un film qui semblait déjà ringard à l'époque. Moi, je me rappelle que le futur de L'aube du 6e jour, tu te disais, parce que ça se passe dans le futur, si je me rappelle bien, tu te disais, mais c'est Retour à Futur 2, en fait. Vous voulez faire un truc. Ils avaient les frigos connectés déjà. Ouais, c'est fun dans Retour à Futur 2 parce que c'est une comédie, mais là, c'est un film qui se veut pas réaliste, mais en tout cas, si tu veux. Qui veut poser des questions éthiques. Crédibles, voilà, c'est ça. Et le problème, en fait, c'est que. Des seconds rôles de prestige. Je pense qu'Arnold, tout simplement, avait perdu le truc.
Mais après, je pense que dans son esprit, à l'aube du 6e jour, c'est quoi? C'est Spottiswoode. Ouais. Mais c'est pareil. Enfin, tu vois, je veux dire, tu vas pas chercher Spottiswoode pour faire un film d'action. Oui, je sais, il en a fait 3 ou 4. Au moins, Collateral Damage, t'avais Andrew Davis, quoi. Oui, ouais, voilà. Mais en fait, le problème, si tu veux, c'est que je pense que dans son esprit, Arnold, Terminator 2, alors évidemment, il fait la différence, hein, je dis pas le contraire, mais Terminator 2, à l'aube du 6e jour, même chose. Film de SF avec de l'action, etc., etc. C'est juste que, en fait, ça marche pas. Ils ont filé ça à quelqu'un qui avait pas forcément une vision, on va dire, en tout cas. Parce que c'est ça le truc avec Spottiswoode, c'est peut-être un réalisateur compétent. Oui, mais c'est un exécutant, quoi. Mais c'est un exécutant, c'est pas quelqu'un qui a une vision. De sa carrière, quoi. Et c'est exactement ce qui manquait à Arnold, en fait. C'est-à-dire, je pense, et déjà dans l'effaceur, mais dans les films qui vont suivre, en fait, une vision. Donc, du coup, je pense que ça a commencé à péricliter, que là, l'effaceur, c'était presque un film de série, quoi, un film générique qui fonctionne, tu vois. Oui, et puis qui en plus est vraiment dans la répétition de formule, quoi, parce que d'une imagerie, tu vois. Moi, je revois le film et t'as le moment, donc cette scène où ils vont donc faire l'assaut sur la cabane là, et t'as littéralement les plans à la commando où c'est des gros plans sur Arnold en train de s'armer. Il boucle la ceinture, il met le poignard dans le fourreau, qui ont des trucs qui en plus c'était déjà limite des parodies, quoi, à ce moment-là, quoi. C'était limite parodique. C'était parodié dans Hot Shots 2, quoi. Ouais, c'est ça, c'était parodié dans Hot Shots. Et puis à la fin, t'as là le moment où il a les 2 guns là, ça renvoie, est-ce que c'est conscient ou pas, je sais pas, mais ça renvoie directement à l'image du Terminator, de l'exosquelette du Terminator qui a les 2 flingues dans les scènes futuristes de Terminator 2, quoi. Oui. On était vraiment c'est un film qui est vraiment dans je vais pas dans le recyclage, mais dans la répétition d'un truc qui a marché pour Arnold, quoi. Alors que tu sens que avant, le fait d'avoir des réalisateurs, comme tu dis, qui avaient une vision, ça, à chaque fois, c'était une pierre à l'édifice, en fait. C'est quelque chose dont, contrairement à Stallone, par exemple, en fait, si tu veux, Schwarzenegger a toujours eu besoin. Oui, il avait besoin d'un réalisateur pour le cadrer. Mais c'est peut-être aussi un problème de Stallone de pas forcément avoir eu d'ailleurs les réalisateurs qu'il méritait non plus. Je pense, mais après, ça colle avec l'image d'Underdog de Stallone, pour le coup, si tu veux. Alors que Arnold, justement, mais c'est tout le problème, c'est-à-dire que tu parlais du fait que c'est un personnage torturé dans la fin des temps. Là, il est blessé 1 ou 2 fois, tu t'achètes pas. Non, c'est ça. Alors au moins Arnold, il a le mérite de prendre ça à la rigolade, contrairement à Steven Seagal, si tu veux, on va dire. Mais le truc, si tu veux, c'est que ça reste quand même Arnold. Tu te dis, en fait, il est indéboulonnable. Voilà, même quand il se prend un clou dans la main, il s'en fout. C'est bon, il a un peu mal. Voilà, c'est ça. Et puis il met de l'antiseptique dessus, c'est réglé, tu vois. Voilà. Donc voilà, donc le problème, c'est ça. Et après, bon, bah voilà, je pense que. Et alors moi, j'ai un autre problème avec l'effaceur, par contre. Et je me rappelle que c'était la première fois que je m'étais dit ça. D'habitude, moi, je veux dire, dans Stéroïde, on parle de films d'action, et il faut être honnête, souvent, même si on aime bien les gars, tu vois, que ce soit Dolph Lundgren, que ce soit Arnold, c'est pas des grands acteurs, tu vois. Steven, c'est clairement pas un grand acteur et tout, Van Damme non plus, tu vois, mais c'est des mecs qui ont des capacités, qui font leur truc, voilà, et qui peuvent être bien dans certains registres, mais tu peux pas les mettre partout, quoi. Ouais. Par contre, en général, et c'était un grand truc du cinéma d'action des années 80-90, c'était de leur mettre des acteurs de qualité autour pour justement remonter un peu le niveau, quoi. Donc quand tu te retrouves avec Robert Foster, avec des mecs comme ça, etc., même si bon, Robert Foster dans Delta Force, c'est rigolo, mais voilà, l'idée c'est de leur donner quelque chose, tu vois, Tommy Jones dans Under Siege, quoi. Là, c'est James Caan. Et moi, James Caan, pour moi, il est nul dans ce film. Ah oui, c'est la première fois que je me suis dit, il est vraiment venu chercher nul, son chacun. Ah ouais, c'est terrible. Clairement. Et c'est... Alors après, t'as 2-3 petits second rôles sympatoches. T'as Nick Chinlund. Oui, mais alors un peu générique parce qu'il y a lui et l'autre là. Michael Papa John. Ouais, et il y a Mark Rolston aussi. De toute façon, Papa John, quand tu le vois arriver, tu sais que ce sale grec il va foutre le bordel là, tu vois, c'est sûr, tu vois, tu sais qu'il. Non, et puis donc il y a Mark Rolston aussi avec une belle cicatrice qui est un peu distinctif, mais oui, voilà, mais oui, non, Caan, il en a vraiment. Et pour le coup, c'est moins juteux, je trouve. Hein, quand et même, puis ouais, puis tu te disais, enfin il disait, c'est marrant parce que je suis retombé sur un truc de James Caan qui apparemment avait dit à l'époque, d'habitude je fais pas trop ce genre de film, mais là le script m'a paru intéressant. Alors bon, peut-être qu'effectivement il a vu le nom de Waylon Green, je sais pas, tu vois, mais bon, alors effectivement le personnage est un espèce de traître un peu générique qui est motivé par quoi, le pognon, voilà. Que le personnage soit naze, mais en fait James Caan en général, c'est plutôt un bon acteur. Oui, ça reste un bon acteur. Voilà, et puis bon, je dis pas que c'est vrai que toute la scène dans l'avion là, c'est gênant quand même. Si, il y a la réplique rigolote là quand il lui envoie le tout petit couteau, quoi, et il fait I can't believe you nailed me with that cheap piece of shit. Ouais, mais bon, enfin, c'est pas parce qu'il a une réplique rigolote. Non, ouais, mais il est vraiment, il fait vraiment. Moi, je me rappelle que ça avait été une énorme déception. Je m'étais dit, putain, mais James Caan là-dedans, qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors, encore une fois, je vais pas te dire que c'est
du grand acting dans Futur immédiat Los Angeles en 1991 non plus, mais au moins il était un peu rigolo et pour le coup il en avait des punchlines de merde, tu vois. Donc c'était marrant, mais là c'est vraiment, je pense que c'était vraiment la première fois où je me suis dit, c'est arrivé depuis Cacheton aussi, hein, on va dire, on va pas dire le contraire. Mais c'était moi j'ai trouvé ça embarrassant en fait, et ça fait partie des problématiques, je trouve, en revoyant en plus encore le film aujourd'hui, de te dire putain il y a James Caan, tu te frottes les mains et puis en fait pas du tout. Puis il est même pas dans le cabotinage en plus quoi. Non. C'est juste encore il cabotinerait un petit peu. Bon après ça a jamais été trop son grand truc non plus, mais non mais bon quitte à vraiment pas faire d'efforts, tu vois, sûr, amuse-toi un peu quoi. Faire le con, voilà, ouais, amuse-toi un peu quoi. Et là c'est vrai que puis voilà, le perso est vraiment hyper générique quoi. C'est pas de, il y a pas qui ressort. Donc, je veux dire voilà, on va ressortir la vieille antienne sur Hitchcock quoi. Plus le méchant est réussi, plus le film le sera. Mais là il a juste aucune envergure quoi le méchant. Du coup, verdict. Bah, c'est bon, voilà. Moi, je vois ça comme c'est quelque part un marqueur de la fin d'une époque pour Schwarzenegger, pour Arnold, quoi. Voilà, ça a une valeur historique. Je mets des gros guillemets au terme, quoi, mais c'est un témoignage, quoi. Pour moi, c'est un film qui se revoit comme un témoignage du moment où la carrière d'Arnold va prendre une autre inflexion vers le bas. Mais ouais, disons que quand je l'ai revu, j'ai compris pourquoi je l'avais pas revu depuis 20 ans en fait, quoi. Ouais, parce que c'est un film où il essaye de reprendre sa formule et qu'il l'a fait. En fait, c'est lui qui l'applique plus qu'un réalisateur, si tu veux. Et du coup, bah, en gros, il va vers ses acquis. Il sort pas vraiment de sa zone de confort. Et puis même les trucs qui paraissaient spectaculaires à l'époque, aujourd'hui, ont assez mal vieilli, quoi. Moi, je me rappelle que la scène de l'avion, j'avais trouvé ça fun à l'époque. Et puis, tu revois ça, tu vois, c'est bon. Ouais, moi, j'ai toujours. En plus, t'as du mal parce que le problème de cette scène en plus, c'est que tu vois la cascade en parachute. Apparemment, il a vraiment fait un truc où il utilisait un espèce de descendeur là pour faire une accélération. Et apparemment, il y a une anecdote où ils lui ont fait croire que ça n'avait pas marché d'ailleurs. Parce qu'il a fait qu'une prise. Ils ont fait croire que ça n'avait pas marché. Et il était furiax et tout. Alors on déconne, mais t'as l'impression que ça a été tourné par un cascadeur en fait, quoi. Quand tu vois le film, t'as pas l'impression qu'Arnold a vraiment fait le truc dedans, quoi. En revoyant le film, en fait, sur ce passage-là, je me suis marré parce que je me rappelais parce que comme quoi il y a quand même des contextes dans certains héros d'action, tu peux pas les mettre dans certains contextes. Je me rappelle de Mission Alcatraz où t'as Steven Seagal qui saute pareil en parachute, si tu veux, et tu te dis mais non, c'est pas possible, on n'y croit pas une seconde. Et là, en fait, c'est pas ça, hein, c'est pas à ce niveau-là, mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire, encore une fois, Arnold, tu le fais pas faire n'importe quoi, n'importe où, tu vois, voilà, c'est comme Clint, hein, en fait, en vrai, même Clint, il a certaines limites, on va dire, si tu veux, dans le cinéma d'action, tu le fais pas tracer, Clint, il court très droit, tu vois, pas très vite, tu vois, donc en général... Tu vas pas lui faire du parcours. Voilà, c'est ça, donc là, et Arnold, malheureusement, ils lui font pas faire du parcours, mais ils lui font faire une ou deux pirouettes, tu vois, qui sont un peu, t'as envie de dire, non, on n'y croit pas. Il y a pas un moment où il fait un saut périlleux ou un truc comme ça. Si, c'est ça, il fait un saut périlleux. Ça marche pas, quoi. Mais non, voilà. Alors, les gens... on nous l'a demandé quand même, hein, l'effaceur, je t'ai dit, depuis voilà. Donc je pense qu'ils vont pas être déçus. Popular demande. Voilà, et en fait, ils vont pas être déçus. Donc on est désolé pour vous. Hein, si vous pensiez qu'on tripait sur le film, c'est vrai que. Et on l'a revu hein, quand même pour. Oui, mais moi j'avais un peu trippé à l'époque. Hein, comme je dis, j'avais 14 ans, donc à l'époque, tu mettais 3 explosions, j'étais content. Hein, mais tu sais, moi toujours aujourd'hui. Hein, oui, normalement. Bien sûr, mais il y a des fois ça passe moins bien. Quoi. Ouais. Voilà. Merci Mathieu. Merci Stéphane. Merci à tous nos auditeurs. Merci Alain. Merci à la technique qui nous a écoutés avec passion et on l'a senti, quoi. On sentait ton regard énamouré, quoi. Non, mais la prochaine fois on va voir des bons films. Merci à nos tipeurs, merci à tous ceux qui nous écoutent. Vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com, 3E et le mot-clé c'est Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur, finalement on est sur tous les agrégateurs de podcasts, hein, sur toutes les plateformes, hein, sur SoundCloud aussi, sur YouTube. Et puis moi je vous dis à la prochaine avec un prochain film. Ciao.